La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité ce matin, c'est la directrice générale de la plateforme vidéo YouTube. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Charles, vous vous appelez pas Stéphane? Non, toujours pas. C'est donc Charles Bonner. C'est bien moi. Stéphane est en vacances. Bonjour Justine Rist. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la directrice générale de YouTube France. Quand on est à la tête de YouTube, on est à la tête de quoi? D'une plateforme vidéo, d'un réseau social ou d'une chaîne de télévision? Je dirais même, on est sur Radio Classique, donc on va parler d'économie. Aujourd'hui, YouTube, c'est plus qu'une plateforme, c'est devenu une économie à part entière, une filière créative à part entière. Et donc, on est à la fois très fiers et dans grande responsabilité pour permettre à cet écosystème de se déployer. Alors parlons d'économie. YouTube contribue à plus d'1 milliard d'euros au PIB français en 2024. Ça, c'est votre chiffre, mais contribuer comment? Par la publicité? Alors là, vous faites allusion à notre rapport d'impact économique dans sa dernière édition qu'on vient de publier hier. C'est un exercice fait par Oxford Economics qui consiste à mesurer la contribution directe de l'écosystème créatif de YouTube en France au PIB français. Concrètement, dans la méthodologie, on va interroger, Oxford Economics interroge des créateurs, des entreprises médias qui travaillent avec YouTube pour leur demander quelle est la part du business développée grâce à YouTube. Et cette édition a en effet montré que la contribution de cet écosystème créatif est désormais de 1 milliard d'euros au PIB français, 24 000 emplois équivalent temps plein. Et donc, quand on parle de filière économique à part entière, voilà, on est vraiment aujourd'hui sur un tissu d'entrepreneurs. Aujourd'hui, les créateurs sont devenus des patrons de PME, de TPE, TPE et même PME. Ce sont devenus des CEO, en fait, qui arrivent à transformer leur concept, format vidéo en actif d'entreprise. Mais alors, une chose en attendant, je vais vous demander juste de reculer un tout petit peu du micro, parce que sinon ça pop, comme on dit en radio. Une question simplement, ces CEO, à partir de combien de vues peut-on vivre de YouTube en France ? Alors, ça dépend complètement du type de contenu que vous faites et de la durée des contenus. Mais aujourd'hui, vous avez, je vous dis, un modèle. Notre modèle économique de partage de plus de la moitié de nos recettes publicitaires aux détenteurs de chaînes, qui permet du coup à ces talents de se déployer, même à des entreprises, de développer une activité économique. Et petit à petit, elles déploient avec des emplois, avec des infrastructures, avec des studios, et elles arrivent à se développer de manière totalement autonome. YouTube est la première chaîne de télé de France, c'est vous qui l'avez revendiqué. Est-ce que vous êtes donc un concurrent de la télévision? Je pense que c'est un raisonnement complètement obsolète de dire que YouTube est un concurrent de la télévision. YouTube s'inscrit dans une complémentarité directe avec les chaînes de télévision. YouTube, avec le téléviseur, ça pour le coup, le téléviseur est le deuxième écran de visionnage de YouTube en France, notamment le premier aux États-Unis. Mais avec l'écosystème audiovisuel, nous sommes un partenaire pour aller chercher des audiences plus jeunes, pour aller chercher des audiences plus internationales, pour faire vivre des contenus qui ne sont plus en télévision, pour innover en s'affranchissant des grilles antennes. Et vous avez en France toutes les chaînes de télévision, tous les producteurs de télévision qui sont sur YouTube pour toutes ces raisons. Donc si vous êtes un complément, de plutôt vous comparer à une plateforme comme MyCanal, comme Amazon Prime, est-ce que vous aussi vous avez vocation un jour à devenir une plateforme de diffusion de films, à les produire également? On est une plateforme de partage de vidéos. Donc ce sont les ayants droit et tous les acteurs que vous avez cités sont aussi sur YouTube. Aujourd'hui, par exemple, en termes de cinémathèque, de librairie de films disponibles sur YouTube, vous avez plus de 10 millions de films que vous pouvez regarder, que vous pouvez louer, que vous pouvez acheter sur YouTube. Ce sont les studios, ce sont les ayants droit qui décident de mettre ces contenus directement sur la plateforme. Dans quelques mois va se tenir la Coupe du Monde de football aux États-Unis. Est-ce que YouTube a vocation un jour à devenir un diffuseur pour le sport en France? Est-ce que vous serez candidat à l'appel d'offres mondial que veut lancer la FIFA? Voilà, je pense que votre question, c'est est-ce qu'on a vocation à acheter des droits directement? Je dirais que la réponse est non. Par contre, notre job,
c'est de fournir la plus grande scène internationale possible à tous ces grands événements sportifs. Et je prends 2 exemples. Les JO Paris 2024 qu'on vient d'avoir, vous aviez toutes les grands moments des JO et des Paralympiques qui étaient sur YouTube. Mais en différé, pas en direct. Alors, ça dépend. Vous aviez, par exemple, pour les Paralympiques, lorsque le comité paralympique n'avait pas vendu ses droits médias, il utilisait YouTube dans 170 pays pour diffuser. Parce qu'il ne les avait pas vendus, voilà, justement. Exactement. Mais donc nous, c'est bien ce que je dis, on est un partenaire de diffusion. Vous avez aux États-Unis la NFL qui diffuse les matchs en direct sur YouTube. Un nouveau modèle qui émerge, ce sont les créateurs eux-mêmes qui vont acheter les droits digitaux pour les retransmettre sur leur propre chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment intéressant quand on parle de créateurs qui deviennent des entreprises médias. En France, vous avez un créateur passionné de sport qui s'appelle Zach Nani, qui a acheté pour l'année prochaine les droits de la Saudi League et qui va les retransmettre sur sa chaîne YouTube. Certaines grandes plateformes ont modifié leurs règles après le retour de Donald Trump au pouvoir, notamment sur la modération. Est-ce que ça a été le cas également sur YouTube ? Nous, on n'a pas changé dans nos principes de cadrage de ce qui est possible ou pas possible de faire sur la plateforme. Y compris dans l'algorithme ? Y compris dans l'algorithme. On a des règles d'usage de ce qui est permis ou non sur YouTube. Et donc, voilà, quand vous faites des discours de haine, des discours racistes, etc., ça n'a pas lieu d'être sur la plateforme. Et ça, on est tout à fait aligné avec nos principes, quelles que soient les administrations. Merci Justine Rist, la directrice générale de YouTube France. Et vous, David, vous êtes plutôt Squeezie, Thibaut InShape, Inoxtag ? Je ne sais pas de qui vous parlez. Charles, c'est une chaîne YouTube de Radio Classique. À demain. Ça, la chaîne YouTube de Radio Classique, je la recommande à nos auditeurs, mais il n'y a pas encore de Squeezie et autres dessus. Mais peut-être ça viendra un jour s'ils écoutent de la musique classique ou s'ils veulent t'en parler. À demain, Charles. Dans un instant, les coulisses de la politique. Le projet de loi de finances rejeté à l'Assemblée en première lecture. Tout le monde est contre, même les soutiens du gouvernement. Mais tout de suite, Karine Dijoux. Et si on parlait français, c'est de la radio, pas de la vidéo.